Bonjour, c'est Yann et bienvenue pour ce premier épisode de l'exercice de la semaine. Alors c'est un nouveau format dans lequel on va traiter des exercices de 10 à 15 minutes et je vais en plus vous rappeler des points de cours qui sont nécessaires à la résolution. Donc l'exercice d'aujourd'hui est un exercice plutôt pour les élèves de deuxième année, voire fin de première année, mais en réalité même un élève de terminale peut suivre. Avant de commencer, sachez que je donne des cours particuliers de mathématiques de Bac-2 à Bac+2. Si ça vous intéresse, le lien est dans la description. Si vous ne voulez pas rater mes actualités et être tenu au courant des prochaines vidéos, vous pouvez vous inscrire à ma newsletter et rejoindre la communauté Les Matheux en Herbe. Allez, c'est parti! Alors c'est parti pour l'exercice. Alors quels sont les prérequis? Eh bien, il vous faut quelques notions de topologie, ouvert, fermé, fermé borné en dimension finie, pas grand chose de plus. Il vous faut également savoir ce qu'est un gradient, savoir calculer des dérivées partielles, et le reste c'est simplement de la dérivation et de la trigonométrie. Donc finalement, pas énormément de prérequis. Alors ensuite, eh bien, attaquons l'énoncé de l'exercice. f de xy est égal à x au cube moins 3xy au carré. C'est la fonction de deux variables que l'on va étudier. Et on va l'étudier sur l'ensemble D. Alors c'est l'ensemble des points xy du plan, tels que x au carré plus y carré inférieur ou égal à 1. Et la consigne, il faut optimiser la fonction f sur D. Alors si vous avez envie de réfléchir à cet exercice, eh bien, vous pouvez mettre sur pause, noter vos premières pistes, et ensuite vous pouvez comparer avec ce qui va suivre. Sinon, pour les autres, on avance. Alors, première étape, il faut interpréter l'énoncé, c'est important, avant même de résoudre l'exercice. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la fonction f? Eh bien déjà, c'est une fonction polynomiale, donc elle est continue sur R2, et a fortiori, elle est continue sur D. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? Ah oui, elle est de classe C infinie aussi. Oui, ben, une fonction polynomiale, on peut la dériver une infinité de fois. C'est utile puisqu'on va parler plus tard des dérivées partielles. Alors, l'ensemble D en question, qu'est-ce que c'est? Bien, x carré plus y carré, si vous avez l'œil aguerri, vous voyez que c'est la distance OM au carré. Et dire que le rayon au carré doit être inférieur ou égal à 1, comme le rayon est une distance positive, ça revient à dire que le rayon, donc la distance OM, est comprise entre 0 et 1. Et ça, c'est le disque unité. Donc le disque unité, c'est l'ensemble D, c'est celui qu'on va étudier. Mais ce disque unité, il a un petit défaut, c'est que en fait, ce n'est pas un ouvert. Donc un ouvert, pour faire court, sans rentrer dans les détails formels, c'est un ensemble qui ne contient pas sa bordure, qui ne contient aucun point de sa bordure même. Voilà. Alors pourquoi est-ce qu'on va distinguer les ouverts et les fermés? C'est parce qu'il y a certaines propriétés, on va voir plus tard, qui ne fonctionnent que dans les ouverts. Alors c'est pas très grave, on va s'en sortir quand même. En fait, on va distinguer la bordure, donc c'est le cercle unité, tel que x carré plus y carré égale 1, et l'intérieur du disque, donc qui ne contient pas la bordure. On peut dire que c'est le disque privé du cercle. Voilà. Et donc, si vous avez bien noté, bah, c'est l'ensemble des points tels que x carré plus y carré strictement plus petit que 1. Donc finalement, notre disque, bah, c'est la réunion des deux. C'est l'intérieur en réunion avec le cercle. Et troisième point, optimiser la fonction f sur d. Alors qu'est-ce que ça veut dire optimiser? C'est se poser la question de l'existence d'un minimum, d'un maximum, connaître la valeur de ce minimum ou de ce maximum s'ils existent, et enfin connaître les antécédents. Donc voilà, f admettait un minimum, un maximum sur d, existence, valeur, recherche des antécédents. Ok, et donc finalement, vous voyez ce petit travail d'analyse déjà, ça fait que votre énoncé, au lieu de ressembler à ça, bah, il va plutôt ressembler à ça. Vous prenez des notes. Allez, c'est parti pour la stratégie. Alors qu'est-ce qu'on va faire?
On va d'abord rechercher... Ok, on va d'abord se demander est-ce qu'il existe des extrémas. Hein. Extrémum, au pluriel extréma. Voilà. Alors, bon là, il y a un théorème qui va nous aider beaucoup. Toute fonction continue sur un compact. Alors, un compact en dimension finie, c'est un fermé borné. Donc, un ensemble qui contient sa frontière et qui ne part pas jusqu'à l'infini. Bon, le disque unité, c'est un fermé borné. Notre fonction f, souvenez-vous, elle est continue sur D, donc eh bien, elle y est bornée et elle atteint ses bornes. La question de l'existence est résolue. On sait qu'il y a un minimum et un maximum, il nous reste à savoir où sont-ils. Alors la stratégie, premièrement, on va les chercher dans l'ouvert, donc dans l'intérieur. On va essayer de voir s'ils sont dedans. Pourquoi c'était intéressant de regarder l'ouvert? Il y a tout simplement parce que si jamais il y a un extrémum global en particulier, c'est aussi un extrémum local. Et si on a un extrémum local dans l'ouvert, comme f est une fonction de classe C1, eh bien on peut dire que cet antécédent est aussi un point critique. Voilà. Alors un point critique, qu'est-ce que c'est? C'est un point tel que le gradient s'annule en ce point. Donc la stratégie, ça va être tout simplement de résoudre quand est-ce que le gradient s'annule. Ça nous permettra d'avoir tous les points critiques de l'ouvert, et à partir de là, ces points critiques seront des candidats pour être un extrémum local. Alors après, est-ce que ce sera un extrémum local ou pas? Il faudra faire une étude pour chaque point critique, mais au moins ça réduit déjà le spectre de la recherche, puisqu'on n'aura que à étudier les points critiques. Alors sur la bordure, ensuite, surprise, je ne vous dis pas encore ce qu'on va faire sur le cercle, mais ça va arriver bientôt. Donc allons-y, est-ce qu'il y a des extrémas locaux sur l'ouvert? Pour ça, eh bien, il va falloir résoudre gradient de f égale 0 pour xy dans l'intérieur. Pour cela, je vais faire appel à la calculatrice. Calculatrice! Comment? Ah oui, d'accord. Mais moi, c'est pas la calculatrice, c'est Profiane. Alors c'est parti pour le calcul. Bon, vous remarquez que, eh bien, pour calculer le gradient, il faut calculer les dérivées partielles. Bien, alors la dérivée partielle par rapport à x, eh bien, j'ai déjà calculé ici 3x carré moins 3y au carré. Et puis la dérivée par rapport à y, dérivée partielle, ce sera moins 6xy. Et pour que le gradient s'annule, il faut que chacune de ces deux composantes s'annule. Ok, alors on va résoudre ce système ensemble. Bon, première ligne, on peut factoriser par 3, c'est assez évident. Un facteur de x carré moins y carré égale 0. Deuxième ligne, on peut considérer que ça veut dire que xy est égal à 0. Ok. Bon, la première ligne, si x carré moins y carré doit être nul, c'est que x carré est égal à y au carré. Et pour la deuxième ligne, x égale 0 ou y égale 0. Très bien. Sauf que, imaginons maintenant que x égale 0, la première ligne nous permettrait d'en déduire que y carré est nul, et donc que y est nul. Et si, au contraire, c'est y qui vaut 0, ben, c'est le même raisonnement, puisque les rôles de x et y sont symétriques dans ce système. Donc, en fait, on arrive à x égale 0 et y égale 0. Je vous renvoie la balle. Bon merci calculatrice, voilà, ça c'est fait, on a résolu notre système d'équations, x égale 0, y égale 0. C'est un point critique. Cependant, est-ce que c'est un extrémum local? Donc, il n'y a que ce point-là à étudier dans l'ouvert. Deux possibilités. Soit c'est un minimum, alors soit ce serait un minimum local. À ce moment-là, il faudrait que ce soit la plus petite valeur de son voisinage. Soit ce serait un maximum local. Et donc, il faudrait que f de 0, 0 soit la plus grande valeur de son voisinage. En effet, f de 0, 0 égale 0. Voilà. Alors, je pourrais introduire une condition d'optimalité d'ordre 2, comme on dit, avec la matrice hessienne, mais ici, ce n'est pas nécessaire. En fait, il y a un argument qui nous permet d'affirmer que ce n'est pas un extrémum local. Alors, comment on va faire? Donc, vous voyez, le point 0, 0, c'est l'origine du repère, et on va prendre un petit voisinage
autour du point O, on va se demander si, en se baladant dans toutes les directions, finalement, autour du point O, on va soit avoir que des valeurs plus petites que 0, soit que des valeurs plus grandes que 0, soit ni l'un ni l'autre. En quel cas, ce ne serait pas un extrémum local. Et pour ça, eh ben, on va se balader dans la direction de l'axe des abscisses. C'est-à-dire qu'on va étudier des points de coordonnées x, 0. Et déjà, en faisant ça, eh bien, vous voyez que f de xy, ça devient f de x0, ça fait x au cube. Et x au cube, bien, dès que x est strictement négatif, l'image est strictement négative, donc en dessous de f0, 0. Par contre, dès qu'on est à droite du point O, donc x strictement positif, et là c'est le contraire, x au cube est strictement positif, et bien, du coup l'image de x0 est strictement plus grande que l'image de f00, que l'image de 0, 0, pardon. Et donc, bah, d'un côté, on est plus petit, de l'autre, on est plus grand. Ce n'est ni un minimum, ni un maximum local. On pourrait appeler ça un point sel. Bon, il n'y a pas d'extrémum local dans l'intérieur du disque. Bon, pas de chance. Ça veut dire que le minimum et le maximum, on sait qu'ils existent, hein, bah, ils sont sur la bordure, forcément. Donc, on va étudier sur le cercle. Alors, c'est là où je vous ai dit, je vous ai réservé une petite surprise. Eh bien, on va voir ça tout de suite. Donc, comment on va faire pour étudier les points du cercle? Bien, en fait, tout simplement, on va paramétrer le cercle en question. Donc, comment on fait pour le paramétrer? Eh bien, on va dire qu'un point du cercle, il a une abscisse, cos θ, et une ordonnée, sinus θ. Et puis, θ, on peut le faire varier sur r, sur 0,2π. À partir de là, sur le cercle C, donc, ben, on peut se demander à quoi ressemble la fonction f. F de xy, ça devient cos θ au cube moins 3 cos θ sinus θ au carré. Et la question devient optimiser f chapeau de θ. Cos θ au cube moins 3 cos θ sinus θ au carré. Pour θ entre moins pi et pi, enfin voilà. Et ça, c'est une question pour, vous savez qui? Rebonjour. Alors cette fois-ci, c'est un petit peu plus compliqué. Il va falloir optimiser cette fonction d'une variable et ce sont des fonctions trigonométriques. Alors on rappelle que sinus θ se dérive en cosinus θ et cosinus θ en moins sinus θ. Allez, c'est parti. Essayez de faire le calcul de votre côté et on va voir si on trouve la même chose. F chapeau pardon, prime de θ, ça fait quoi? 3 fois moins sinus θ fois cosinus θ au carré. Ensuite, on a quoi? Moins 3 que je mets en facteur. Évidemment, c'est un produit, ça se dérive comme un produit, U'V plus UV'. Donc c'est parti. Moins sinus θ fois sinus θ au carré, plus UV', donc plus cosinus θ. Et la dérivée de sinus θ au carré, c'est quoi? Bien, ça va faire 2 cosinus θ sinus θ. Bien. À partir de là, on va essayer de regrouper les termes qui vont ensemble. Donc, on observe que on a ici du sinus θ fois cos θ au carré. Et ici, ça va être également le cas. Sinus θ fois cos θ au carré. Attendez, je change la position de ma caméra. Voilà. Et donc, eh bien, c'est parti. D'un côté, on en a moins 3 et de l'autre, on en a moins 6. Donc en tout, ça fait moins 9 sinus θ fois cosinus θ au carré. Et il reste quoi? Plus 3 sinus θ au cube. Alors, est-ce que vous êtes arrivé jusque-là? Donc si oui, c'est très bien. Et j'ai une question quand même pour vous. Est-ce qu'on s'arrête ici? Est-ce que la vraie question à se poser, c'est que est-ce qu'à partir de cette expression, on peut facilement trouver le signe de la fonction en fonction de θ? Mais pas vraiment, puisqu'on a un mélange de sinus θ et de cosinus θ. Alors c'est un peu embêtant, mais on a une bonne astuce. Bon, c'est pas vraiment une astuce, c'est une technique bien connue. Cos au carré de θ, c'est aussi égal à 1 moins sinus de
θ au carré. Alors, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, tout simplement, on va pouvoir exprimer toute la fonction par rapport à sinus θ. Et là, on va y arriver. C'est parti. Donc, ça va faire moins 9 sinus θ plus 9 sinus θ au carré et plus 3. Alors, pardon, sinus θ au cube, hein, voilà, puisqu'on a sinus au carré fois le sinus, et plus 3 sinus θ au cube. Et donc, qu'est-ce qu'on a à la fin? Moins 9 sinus θ plus 12 sinus θ au cube. Et si je factorise par 3 sinus θ, il me reste 4 sinus θ au carré moins 3. Alors, est-ce que c'est ça que vous aviez trouvé? Allez, c'est parti. Alors maintenant, on va essayer de trouver le signe de 3 sinus θ fois 4 sinus θ au carré moins 3. Et c'est peut-être pas si simple, a priori, hein. Donc, on n'a pas vraiment le choix. On va étudier le signe, je dirais, de chacun séparément. Donc, chacun des facteurs, hein. 3 sinus θ d'un côté et 4 sinus θ au carré moins 3 de l'autre côté. Alors, pour sinus θ, c'est pas très difficile. On connaît le cercle trigonométrique. Et si on en fait un rapidement ici, eh bien, on peut dire que le sinus de θ, qui représente l'ordonnée d'un point du cercle, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout simplement, dès qu'on est entre 0 et pi, sur cette branche-là, que je vais dessiner en rouge, le sinus étant l'ordonnée, hein, il est positif. Et puis, au contraire, entre moins pi et pi, que je vais dessiner en bleu, entre moins pi et 0, pardon, eh bien, le sinus est négatif. D'accord? Donc là, il n'y a pas de problème pour le premier terme. Alors maintenant, on va s'intéresser à 4 sinus θ au carré moins 3. Là, plus dur a priori, hein. Donc on pose l'équation. Si vous voulez, on peut commencer par poser x qui est égal à sinus de θ. Et on se demande à quelles conditions est-ce que 4x au carré moins 3 est positif. À ce moment-là, on se rend compte que 4x au carré doit être plus grand que 3, c'est-à-dire x au carré plus grand que 3 quarts. Et alors là, attention, il y a une erreur qu'on peut voir souvent ici, hein, ce serait de conclure que x doit être plus grand que racine des 3 quarts. En fait, c'est plus compliqué que ça. Il faut que x soit, effectivement, il y a plusieurs cas, hein. Soit x est strictement plus petit que la racine de 3 quarts. Alors, racine de 3 quarts, ça s'écrit aussi racine de 3 sur 2, que moins racine 3 sur 2, pardon. Ou alors, x doit être plus grand que racine de 3 sur 2. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que la fonction de carré, voilà, fonctionne comme ceci. Et donc, si je veux que x carré soit plus grand que 3 quarts, eh bien, il faut qu'il soit plus grand que l'antécédent positif, racine de 3 sur 2, ou plus petit que l'antécédent négatif, moins racine de 3 sur 2. Voilà. Et enfin, bon, puisqu'on a dit ça, il reste à remplacer x quand même. Donc à la base, on avait dit que x c'était sinus θ, hein. Donc sinus θ plus petit que moins racine de 3 sur 2, ou sinus θ plus grand que racine de 3 sur 2. Bon, mais alors ça tombe bien, on a un cercle là, sinon je vais vous le montrer en plus grand après. Mais quel est l'angle dont le sinus vaut racine de 3 sur 2? L'angle classique, celui qu'on connaît bien. Eh bien, c'est pi sur 3. Pi sur 3 et aussi 2 pi sur 3. Voilà, donc
dire que le sinus est au-dessus, eh bien, ça veut dire, on va prendre les angles qui sont entre pi sur 3 et 2 pi sur 3. Et puis, pour être plus petit que moins racine de 3 sur 2, alors il faut prendre moins racine de 3 sur 2. L'angle associé, c'est moins pi sur 3. Et ensuite, moins 2 pi sur 3. Et là, si on veut que le sinus soit plus petit, on va prendre un angle qui est compris entre moins 2 pi sur 3 et moins pi sur 3. Ça nous donne deux intervalles solutions pour l'intervalle d'étude moins pi jusqu'à pi. Voilà, et donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait après avoir étudié le signe des deux facteurs? Eh bien, on applique la règle des signes, hein, et comme vous voyez, on construit un tableau de signes ici, et on en déduit les variations de f chapeau. Alors, c'est gagné, on connaît alors on va connaître le maximum et le minimum de f chapeau sur le cercle, enfin pour θ entre moins pi et pi, et puis comme f chapeau est de pi périodique, on aura étudié f chapeau dans son ensemble. Alors, la question à savoir, eh bien, encore faut-il calculer ces valeurs. C'est parti. Et voilà, on se retrouve donc à calculer les valeurs de ces différentes images. Donc pour θ égale moins pi, moins 2 pi sur 3, moins pi sur 3, 0, etc. Et en fait, on est agréablement surpris, on se rend compte que les images, c'est tout simplement moins 1, 1. Et donc, on a cette fonction qui va osciller, entre guillemets, entre moins 1 et 1 sur le cercle. Et donc, ça y est, on connaît la valeur de notre minimum et de notre maximum. Et on sait également en quel point est-ce qu'ils sont atteints. Donc, on va procéder à la conclusion visuellement. F admet un minimum sur D égale à moins 1 et qui est atteint en 3 points que je vais appeler D, E et F, dont les coordonnées sont affichées à l'écran. Et c'est toujours bien d'essayer de visualiser. Donc voilà, j'ai représenté les points E, D et F. Ils sont ici. Petite astuce, évidemment, pour placer pi sur 3, eh bien, vous prenez une abscisse qui vaut 1,5 et vous aurez une manière très précise de construire l'angle pi sur 3 sur le cercle trigonométrique. Et ensuite, f admet un maximum sur d qui est égal à 1 et qui atteint en 3 points différents les points que j'ai nommés ABC ici et qu'on peut représenter graphiquement. Donc, eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et puis, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du format. Est-ce que vous préférez la présentation PowerPoint ou est-ce que vous préférez les passages sur tableau blanc où j'écris en direct? Est-ce que c'est bien de faire un peu des deux? Donc dites-moi ce que vous en pensez. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine.